D'accord? Avec plaisir. Voilà. Donc, oui, je vous remercie d'être là. On a un bel auditorium. C'est le premier débat. Vous verrez, c'est la première fois qu'on est dans ce lycée du Val-Nord, du quartier populaire du Val-Nord. L'an passé, on était à Georges Braque, mais il y avait un changement de proviseur, donc il fallait pourtant qu'on se décide avant son arrivée. Donc nous voilà à tenter de trouver une nouvelle configuration, mais je pense que nous sommes dans un endroit très favorable. Donc sous les couvertures et son salon, on a gardé toujours notre axe depuis le développement de l'association, qui est ce que le roman apporte à l'histoire. Et donc, ça reste une partie importante du salon d'aujourd'hui et de demain en particulier. Moi, j'anime la salle d'à côté, où il s'agit justement d'échanger sur le rapport entre le roman, l'histoire, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors, la première opération, l'opération 0 du Salon du Livre, c'était à Pierre-Dux en 2013. Et donc là, je m'étais entretenu avec Romain Slecombe, ici même, pour son livre « Monsieur le Commandant », un livre qui m'avait vraiment beaucoup plu, puis Romain avait accepté qu'on en débatte. Et donc, 12 ans plus tard, eh bien, à nouveau un débat en présence de Romain Slecombe. On va venir sur sa bibliographie. Et puis, sur un jeune enseignant, comparé à nous, voilà, Simon Hasden-Toffel, qui est sur un axe de futur universitaire, si on peut dire, qui a présenté l'an passé ta thèse de doctorat, dont le sujet était... Ça portait sur l'occupation latine de l'aristocratie latine en Grèce au XIIIe et au XIVe siècle. C'est une période où il y a des latins qui viennent de la Champagne, de la Bourgogne, de la Flandre, avec la croisade. Ils devaient aller jusqu'à Jérusalem, et en fait, sur la route, ils s'arrêtent à Constantinople, actuelle Istanbul, et ils s'arrêtent définitivement, ils vont fonder des États, et ils vont rester pendant un siècle, 2 siècles et demi sur place, et ils vont créer des nouvelles sociétés. Et donc c'est ce qui m'a intéressé dans cette recherche. Alors, le 14e, 15e siècle, ça paraît loin de l'œuvre dont on va parler de Romain Slecombe, qui porte, elle, enfin en tout cas dans sa partie la plus récente, essentiellement sur la Seconde Guerre mondiale. Et vous verrez qu'entre tout est lié. Voilà, tout est lié et qu'il y a des passerelles. Alors en particulier, un roman de Romain de l'an passé, que j'ai lu, qui m'a beaucoup plu, c'est Une salle française, qui porte, on va y revenir, sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai lu également, j'en avais lu déjà plusieurs, mais Sadorski chez le docteur Satan, qui est également paru l'an passé. Oui, l'un au début de l'année, l'autre à l'automne. Voilà. Et alors, Sadorski chez le docteur Satan, Romain s'est lancé dans l'écriture d'une longue saga autour d'une crapule, d'un flic qui s'appelle Sadorski, et dont il raconte les mésaventures odieuses, sombres, au fur et à mesure de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment merci à Simon et puis à Romain pour leur présence. Alors vous savez qu'on a intitulé
notre édition 2025 du salon autour du thème qu'on choisit démocratiquement. Cette année, c'est les bruits du monde. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on est véritablement au cœur quand même justement de ces bruits. Alors l'histoire, c'est s'intéresser à tous les bruits, les minuscules, les plus importants, dans les profondeurs de la société, dans les grands événements historiques. Mais c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, qui mêle tout cela, eh bien, on est vraiment au cœur des bruits du monde. Alors, d'abord, tu l'as lu, hein, Simon, le livre de Romain. Bah, ton appréciation en tant qu'historien, docteur des universités, etc. Je vais peut-être donner même mon appréciation en tant que lecteur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui l'ont lu. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas lu et qui sont intéressés, se disent ce livre, est-ce que ça vaut le coup? Alors là, bon, il y a l'auteur qui est à côté de moi, donc je ne peux pas trop en dire du mal, mais en vrai, je vais être très très honnête. C'est un livre qui m'a énormément plu. Moi, je n'avais pas lu tes romans auparavant. C'est le premier que je te découvre avec ce livre-là. Et véritablement, j'ai été très accroché. Le lecteur en moi a été accroché, l'historien en moi a été accroché. Bon, il y a des choses sur le style, on pourrait discuter, mais bon, le fait est que ça se lit très très plaisamment, que c'est très très bien écrit. Ce qui m'a beaucoup plu hein, dans le plaisir de lecture, c'est déjà qu'on va suivre une femme, Aline Bocquer, qui va raconter à la première personne ce qui lui arrive pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de la Seconde Guerre mondiale. Tu parlais des bruits du monde. Il y a une scène qui fait bien écho à ce thème-là. C'est au début du roman, elle est à Stuttgart. C'est une femme plutôt de petite condition, domestique dans un hôtel. Et puis, elle raconte que les habitants de la ville, qu'elle-même entendent, voient les avions qui passent au-dessus de leur tête et qui vont vers le front Ouest. Et qu'il y a beaucoup d'Allemands, de jeunes Allemands, de jeunes Européens qui sont envoyés aussi sur le front Est où a lieu la guerre contre l'URSS avec l'opération Barbarossa qui est un des champs de bataille les plus sanglants de toute l'histoire de l'humanité. Et donc elle entend ces bruits d'avion et puis en même temps elle entend les gens autour d'elle, les femmes, les mères qui parlent de ces soldats qui risquent de mourir. Et donc on a ce mélange entre les bruits de la guerre, du monde, et les bruits aussi de l'intime, des vies personnelles qui sont brisées par la guerre. Et ce livre le raconte très très bien. Comment, finalement, qu'aurions-nous pu faire nous-mêmes en ces temps de guerre, en ne connaissant pas la fin non plus de la guerre, face à des choix moraux, des situations où on ne comprend pas tout, on ne comprend pas les forces en présence. Et donc on suit cette femme qui traverse la guerre. Alors, elle raconte son histoire après avoir vécu les événements. Si je ne me trompe pas, elle fait une déposition au commissaire en 1947, 1946. On va y revenir. Mais donc voilà, elle raconte cette histoire-là et donc on la suit. On la suit et ça, c'est vraiment passionnant. Ça se suit très très bien, on se met à sa place. On est partagé entre « Ah, quand même, c'est pas très bien ce qu'elle fait, c'est pas très clean. » Mais elle comprenait pas tout, elle est ballottée par les événements, on a de l'empathie, elle souffre. Et c'est ça aussi qui fait un bon roman, quoi. C'est pas trop savoir sur quel pied danser, être toujours un petit peu dans le questionnement, dans le doute par rapport au personnage. Moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Le style aussi se lit très très bien, très très direct. Alors c'est peut-être là au-dessus où il y a des discussions artistiques à avoir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est mon plaisir personnel. Mon plaisir personnel de lecteur qui a été total. Donc vraiment je vous recommande le bouquin rien que pour ça. Et puis il y a eu un plaisir aussi d'historien parce que c'est aussi en un sens un beau travail. On va y revenir. Et ça on y reviendra. Voilà. Donc Romain, d'abord je voudrais revenir à ton tournant donc avec Monsieur le Commandant, où là depuis lors essentiellement tu travailles autour de la Seconde Guerre mondiale. Surtout de l'occupation, de la société française surtout, sous l'occupation et évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale.
pour moi, parce que j'ai écrit sur d'autres choses avant, j'étais un auteur de polar, je racontais l'histoire qui se passait au Japon, notamment avec des gangsters japonais. Mais ça, c'est une partie de ma vie qui est un petit peu passée maintenant. Et finalement, votre enfance finit toujours par vous rattraper. Et mon enfance a baigné totalement dans ma famille, dans ces conversations en fait où mes parents et mes grands-parents parlaient tout le temps de la guerre. Donc c'était évidemment très très familier pour moi, mais ils n'en parlaient pas. C'était pas une famille qui avait été brisée par la guerre. C'était une famille au contraire qui avait eu énormément de chance, qui avait été du bon côté déjà. Donc c'était pas du tout une famille qui avait profité, pas du tout de l'occupation. Au contraire, ils avaient fui, ils voulaient absolument pas vivre sous les nazis. Et j'ai appris plus tard que ma grand-mère était juive, donc c'est aussi une raison. Et le fait qu'on me les cachait était aussi justement quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans un milieu très gaulliste en fait. Parce que mon grand-père maternel étant anglais, un journaliste anglais en poste, un correspondant à Paris, et donc un journaliste très, très, très à gauche, très antifasciste, Georges Secombe. Et il était assez connu d'ailleurs comme commentateur justement des grandes manœuvres politiques des années 30. Et notamment il avait interviewé Hitler en 1931 et Mussolini en 1922. Et mon grand-père évidemment est retourné en Angleterre. Il a pris un des derniers bateaux qui quittait la France. Et alors que ma mère a décidé de rester, elle et sa sœur avaient toutes les deux des fiancés français. Et elles ont décidé de rester. Donc tout ça, c'est la grande aventure qui m'a bercé. Ma mère a passé, quand mon père a été démobilisé en zone libre près de Limoges pour le rejoindre, ma mère qui était coincée chez ses futurs beaux-parents au Sable d'Olonne, donc toute la côte atlantique était évidemment en zone occupée. Et elle a passé la ligne de démarcation dans des conditions assez rocambolesques, puisqu'en fait, elle n'avait évidemment pas réussi à avoir un laissez-passer allemand. Donc quand un officier allemand a eu la chance que ce soit un officier allemand et pas un policier français qui soit entré dans son compartiment, et ce jeune officier a commencé par elle parce qu'elle avait 26 ans, c'était la jolie fille dans le compartiment, et elle lui a tendu au culot comme ça son passeport britannique, et il a réfléchi, il y a eu un moment de silence assez tendu, et dans ce train immobilisé en gare de Moulins, et il lui a rendu son passeport sans un mot. Et elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait, et le train, il est parti, le train est reparti, donc il avait laissé ma mère passer. Mais cette histoire, pour moi, c'est une histoire totalement fondatrice, parce qu'il y a évidemment le contexte historique, mais il y a aussi un suspense à la Hitchcock, et puis il y a aussi le fait que ce sont des gens qui n'auraient pas dû, qui font ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ma mère était totalement folle d'avoir passé la ligne de démarcation, elle aurait pu finir en camp de concentration à cause de ça. Et cet officier, lui, il était imprudent puisqu'il a désobéi aux ordres, puisqu'il a laissé passer cette jeune femme. Donc voilà, ça m'a beaucoup laissé donner à penser cette histoire. Et ça faisait partie du contexte justement très, très heureux qui faisait que mes parents en parlaient tout le temps, parce qu'il n'y avait pas de mort dans la famille, il y avait de l'aventure, mais pas de tragédie. Et donc pour moi, c'était un petit peu un univers très très familier, et puis qui a commencé à se fissurer quand justement j'ai compris que ma grand-mère était juive et que c'était caché dans la famille, que peut-être mon père n'a jamais su que sa belle-mère était juive. J'ai appris que mon grand-père, dans les années 20, avait été espion pour l'Union soviétique. Les journalistes faisaient beaucoup d'espionnage à cette époque. Mais d'habitude, ils le faisaient pour leur propre pays, pas pour les Russes. Et donc ça m'a donné envie finalement au début j'étais très hésitant parce que je me disais justement c'est une période très complexe, elle intéresse les gens, donc ça c'est le point positif, mais la vie quotidienne en France sous l'occupation est totalement nouvelle, au point que les résistants entraînés à Londres et parachutés en France, ils devaient suivre des cours spéciaux, on devait les briefer sur comment utiliser les tickets d'alimentation, comment se comporter de manière naturelle en France occupée pour ne pas donner prise au soupçon. Et puis petit à petit je m'y suis mis, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de livres sur la question évidemment, mais je me suis toujours plus intéressé au témoignage, c'est-à-dire que plus que des livres de généralité dont je me suis rendu compte, bon, c'est peut-être un peu une pique contre les historiens, mais je me suis aperçu que beaucoup d'historiens, mais souvent les plus notoires, je veux dire les plus médiatiques, les plus entre guillemets spécialistes de la question,
En fait, ils ont un éditeur qui attend derrière et pour parler d'une manière assez générale du truc, ils lisent d'abord tout ce que les autres ont écrit sur la question et puis ils remettent un peu ça en forme, trouvent peut-être quelques informations nouvelles, mais surtout, les sources sur lesquelles ils se reposent sont des sources extrêmement douteuses. C'est-à-dire que dans les années 50-60, un historien qui voulait parler de la résistance n'avait pas accès aux archives de la préfecture de police, par exemple. Et donc, quand il voulait raconter un attentat, aussi héroïque soit-il d'ailleurs de la part des FTP, par exemple, il n'avait que les récits des héros eux-mêmes, c'est-à-dire les récits de la résistance. Mais le problème, c'est que ces récits sont extrêmement douteux parce que, un exemple simplement, vous êtes un FTP du groupe Manouchian, vous attendez un général allemand à un coin de rue, vous avez une grenade à manche allemande que vous allez jeter sur sa voiture décapotable. Eh bien, une fois que vous avez jeté la grenade, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en courant. Donc vous ne restez pas sur place pour ramasser les douilles, les débris, compter les morts et les blessés. Et donc quand vous rentrez chez les camarades, vous dites super, on a tué 10 SS, le général il est en petits morceaux, etc. Et sauf que ce n'est pas du tout la réalité, parce que la grenade est tombée pas sur la voiture, et qu'un motard français qui passait est le seul mort de toute l'histoire. Motard civil. Hein. Mais ça, il faut aller vers les archives qui elles-mêmes sont trompeuses, parce que souvent, ces textes tapés à la machine sur du papier pelure, ce sont des textes tapés par des greffiers. Et les greffiers, en fait, ils font ça à l'oreille. Donc, ils se trompent. Par exemple, juste toujours pour revenir aux résistants, il y a un jeune Allemand qui s'appelait Schönhardt, qui est un des premiers fusillés de la résistance, fils d'un socialiste allemand. Donc, donc il fait partie des jeunes qui ont été jugés par un tribunal allemand à la Maison de la Chimie à Paris. Et bien, cet état d'archives, on va parler toujours un certain Schönhardt, C-H-E-N-R-D. Mais c'est simplement le greffier qui entend Schönhardt, alors que c'est Schönhardt qui est un nom allemand. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis replongé avec quand même un grand plaisir, un grand intérêt dans ces archives, parce qu'il y avait du nouveau justement à apporter au lecteur. Donc j'essaie de donner en fait un double plaisir au lecteur, un plaisir de lecteur de roman, parce que justement il y a quand même du suspense, etc. Et c'est d'ailleurs une situation qui nourrit le suspense, pas le fait de savoir que c'est pas la France quotidienne de maintenant, mais que aller à un rendez-vous, c'est peut-être une souricière tendue par les Allemands, etc. Donc que le danger règne à tous les coins de rue, c'est déjà une source de suspense pour le romancier et pour le lecteur évidemment. Et puis il y a le fait le romancier peut réussir justement à essayer de recréer d'une manière finalement plus juste en tout cas, si possible, l'atmosphère et la réalité de cette époque. Et c'est là que le romancier rejoint l'historien. Oui, alors dans tout cas, tu as dit, il y a effectivement des pistes que je voulais aborder. Alors d'abord, c'est le problème, comment on est amené à écrire un roman, enfin bon, c'est des romans historiques, enfin bon, moi je les appelle comme ça, et justement qu'il y a romans historiques et romans historiques. Hein. Alors bon, dans ma réflexion, par exemple, Vassili Grossman, quand il écrit Vie et Destin, lui, il l'a vécu directement en tant que correspondant de guerre. Il y a un certain nombre d'écrivains et d'autrices rwandaises qui ont écrit sur le génocide du Rwanda et qui l'ont vécu directement ou dans leurs proches. Donc je me posais véritablement la question, mais là tu as donné un des aspects de la réponse, c'est justement cette imprégnation quand même familiale, que tu as vécu à travers les sentiments et les réflexions. Un autre aspect de ce que tu viens de dire, c'est tu es un romancier, tu écris un roman qui va être un roman historique. On voit que par rapport à l'historien, il y a, et on va y revenir, bien on n'est pas totalement sur le même axe. En tout cas, même si tu as été imprégné de cette histoire familiale qui va t'entraîner vers ces longues écritures,
tu vas faire un travail documentaire. Justement, tu as évoqué les archives, très important. Moi, j'étais frappé, donc c'est dans Sadorsky, chez le docteur Satan, tu as quand même 7 pages de références bibliographiques, tu en as 4 pour une salle française. Bon, un énorme travail quand même d'imprégnation. Au début, dans Monsieur le Commandant dont tu parlais tout à l'heure, j'avais mis ma bibliographie à la fin parce que je ne fais pas partie des élites des romanciers de Saint-Germain-des-Prés, très amis avec les journalistes, etc. Et quand on ne fait pas partie de ce sérail, on est très vulnérable parce que les gens peuvent s'amuser à vous descendre en flammes. Donc je ne voulais pas qu'ils m'attaquent sur le contenu historique de mes livres. Et donc j'ai mis une grosse bibliographie pour que moi ils se disent oula, s'il a lu tout ça, s'il a travaillé avec autant de livres que ça, c'est qu'il racontait pas n'importe quoi, on va peut-être pas l'attaquer là-dessus. Et puis j'ai pris l'habitude avec tous les livres de mettre la bibliographie. Puis quelquefois il y a des lecteurs qui me remercient, qui disent ouais c'est super parce que je connaissais pas tel ou tel livre, etc. Et je l'ai trouvé dans votre bibliographie. Donc j'essaye de mettre surtout les livres les plus utiles en valeur en fait, et d'expliquer à la fin, sur le docteur Poggio par exemple, j'ai lu 5 ou 6 livres, mais je signalais celui qui était le plus, qui est un livre anglais d'ailleurs curieusement, qui était le plus complet sur la question. Mais en même temps, il y a ce côté, j'essaie évidemment de me blinder sur ce côté-là, mais il y a aussi quand même l'avantage, la chance aussi que les auteurs de romans ont, parce que c'est du roman, moi je dirais que c'est du roman noir historique, pour catégoriser exactement, mais c'est qu'on est des romanciers, c'est-à-dire qu'on raconte tout de même une fiction et qu'on a une liberté que les historiens n'ont pas. Parce que je suppose que quand toi tu fais un livre sur la colonisation de la Grèce au XIVe siècle, non seulement tu peux pas t'as pas le droit de dire des bêtises, mais en même temps tu as le droit tu es obligé d'offrir un panorama assez complet de la question, sinon il y a des universitaires qui vont t'attendre au tournant en disant oui mais attendez, il n'a pas parlé de tout ceci, etc. etc. Moi, je choisis ce dont je parle, en fait. Donc, et les gens ne vont pas me le reprocher parce qu'ils sont quand même là pour lire un roman. Et puis, il y aura suffisamment de réalisme historique pour les satisfaire, je suppose. Mais l'idée, surtout, c'est je me répète un peu peut-être, mais de donner une justesse, en fait, sur la période, et puis aussi d'essayer de donner un panorama assez complet quand même, parce que la série Sadorsky, parce que tu en parlais un petit peu, donc cet inspecteur Sadorsky, on arrive au 8e, je suis en train d'écrire le 8e volume, il y en aura 9 en tout, finalement on se rend compte, au début je comptais en faire 3, mais comme ça a marché et que l'éditeur m'a suivi derrière et tout, on a continué. Et moi-même je me suis vraiment pris au jeu parce que j'ai eu envie de raconter la vie de la vie de cet homme, ce policier français, parce que je pensais que c'était un véhicule idéal pour qu'on comprenne en fait ce qu'il y a derrière le pétainisme, la collaboration, le rôle terrible de l'administration française sous l'occupation. Et comment dire, on en a une vision un petit peu simplette, parce qu'on a toujours pris l'habitude de voir ça sous des angles définis à la limite du cliché, c'est-à-dire le résistant, c'est-à-dire l'écrivain qui dit je vais faire un roman sur cette période, et bien mon héros sera un résistant parachuté de Londres, ou sera une jeune femme résistante en Bretagne, ou je sais pas quoi. Et on sera toujours du côté des bons, des gentils. C'est sympa, mais en même temps ça nous fait perdre beaucoup de choses, et on reste quelque part dans le convenu. Un énième roman sur la résistance, etc. Et pareil pour la déportation, on a tendance quand même ou sur la Shoah, ce que j'avais fait d'ailleurs dans le premier bouquin que j'avais écrit sur la question qui se souvient de Paula, à prendre une victime, une jeune juive sous l'occupation, qu'est-ce que ça signifie porter l'étoile jaune, comment passer la ligne de démarcation avec sa famille, etc. etc. Mais moi j'ai pris le contre-pied de tout ça parce que personnellement
les héros, ça m'a toujours un peu agacé en fait. J'ai toujours un peu douté des héros, bien qu'il y en ait eu. Et donc plutôt qu'une histoire trop belle ou que je suis suspecté d'être un peu trop belle justement, je préfère parler franchement des salopards ou des gens qui, dans une situation donnée, qui est cette situation de l'occupation, vont devenir des salopards. Parce que Sadorski, par exemple, c'est un flic teigneux, même un bon flic d'ailleurs, professionnellement parlant, mais ce type-là, sans guerre, il va juste arrêter des gens, surveiller les gens, etc., mais il ne sera pas vraiment nocif. Par contre, sous l'occupation allemande, ce genre de type méchant, teigneux, un peu amoral, devient absolument dangereux parce que des centaines de gens vont mourir par sa faute, parce qu'il va les arrêter, ils vont se retrouver à Drancy, ils vont les déporter, etc. Et puis, il va également profiter de ça, parce que non seulement c'est un type antisémite, anticommuniste, les anticommunistes étaient très nombreux dans la police à l'époque, mais c'est aussi quelqu'un qui, ça j'ai découvert dans les archives, qui vole, c'est-à-dire que hier encore j'étais aux archives de la préfecture de police, je relisais des témoignages de familles contre des policiers des brigades spéciales. Et ces policiers, ils débarquaient chez les gens, mais non seulement ils arrêtaient, mais également ils faisaient les tiroirs de la cuisine, tout l'argent qu'il pouvait y avoir, ils le raflaient. Et certains flics, comme les flics du commissariat aux questions juives, ou d'autres flics des renseignements généraux aussi, venaient avec des camions le lendemain, et puis ils embarquaient tout, et ils revendaient des vêtements, des bijoux, etc. etc. En plus, pendant cette période du marché noir, il y avait beaucoup de bénéfices à faire dans cette période de pénurie et de marché noir. Donc voilà, la série Sadorski, c'est l'envers le plus sombre de l'occupation, mais on est parmi les gens qui font le sale boulot. Et donc c'est un point de vue un petit peu original, mais pour moi, disons que je suis plutôt un auteur, toute proportion gardée, entre guillemets, à la Simenon, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des romans durs, des romans noirs, et où je prends des gens que je ne juge pas. Simenon ne jugeait jamais ses personnages. Et le cas particulier de Sadorski, et ça c'est le romancier qui a eu cette idée, c'est pas le vrai. Il y a eu un vrai Louis Sadorski dont je me suis inspiré, mais sa vie personnelle, je la connais pas si bien que ça. J'ai eu l'idée d'un flic qui, chargé d'arrêter les juifs, espionnant les juifs dans son immeuble, marié à une épouse qui n'a pas d'enfant, donc c'est un couple, il la trompe allègrement, mais il est amoureux de sa femme et elle l'aime. Je voulais pas en faire un couple de Thénardier, des affreux, je voulais au contraire que sa femme soit sympathique. Mais ils n'ont pas d'enfant, et à l'époque de la rafle du Veldiv, il va faire monter chez eux une petite juive dont la mère a déjà été déportée, par sa faute d'ailleurs, et il va sincèrement la protéger et la cacher pendant toute l'occupation. Mais il a quand même une idée à la tête, c'est que comme il est fasciné sur le plan sexuel par elle, il va également en fait finir par en faire sa maîtresse. Et un petit peu, vous imaginez le sacrilège d'ailleurs, comme s'il y avait une histoire comme ça, Franck par exemple. Et ce ménage à trois, c'est une histoire un peu à la Simenon, c'est-à-dire que chez Simenon, souvent les personnages principaux, souvent des hommes, mais en fait sont des gens qui cherchent à fuir leur situation, en fait, à s'évader, à partir à l'autre bout du monde. Mais là, mon idée, c'est que ce type-là, en fait, il n'a pas besoin de partir de chez lui parce que il a créé cette espèce de rêve un peu étrange, c'est-à-dire d'avoir un ménage à trois. Sa femme n'a pas du tout compris ce qui se passait, et donc il vit une sorte de petit bonheur à trois dans cet appartement du 4e arrondissement, et il va essayer de sauvegarder ce bonheur jusqu'à la libération. Et ça, c'est en fait l'idée toute simple qui sous-entend en fait toute la série Sadorski, et donc c'est une histoire tout à fait personnelle de ce personnage en fait. C'est qui est, comme tous les gens d'ailleurs, et quelle que soit la période qu'on vive une période de paix et d'harmonie politique, ou qu'on vive dans la pire des catastrophes, les gens, Maurice Sachs le disait d'ailleurs, les gens tendent toujours à leurs normes. C'est-à-dire que pendant que tout ça se passe, on essaye de continuer à vivre et à faire son boulot, à avoir sa petite amie si on en a une, à faire ceci, à faire ses activités normales, et essayer de les prolonger le plus possible,
et de les faire cohabiter avec une situation qui peut être tout à fait tragique autour. Donc c'est sous cet angle-là que j'ai abordé en fait finalement cette situation historique. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur la différence de positionnement entre le romancier qui écrit un roman historique de qualité avec les éléments dont on a parlé et le positionnement justement de l'historien, de la corporation des historiens. Oui, je vais creuser pas mal de choses en fait, que tu as bien mis en évidence et puis prêcher un petit peu pour ma paroisse et pour ma corporation aussi, afin de bien faire comprendre ce travail historique. Si vous lisez un roman comme celui de Romain Slocombe, vous allez avoir un personnage, homme, femme, voilà, qui suit une trajectoire et vous allez, avec ce personnage, vous poser des questions, vous demander qu'est-ce qui va lui arriver et vous allez être pris dans l'histoire. Donc là, c'est le cas avec Aline. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur le fait que dans les périodes de crise, on cherche à continuer sa vie. C'est un peu là ce que tu mets en scène. Elle cherche à continuer un petit peu sa vie, à résoudre ses propres problèmes, troubles intérieurs. Elle est de petites conditions, elle veut un peu se venger des bourgeois qui l'exploitent. Et puis voilà, elle a son petit ami qu'elle cherche à garder, elle rêve d'évasion, tout ça. Ça, vous allez le voir dans le roman. Et l'historien ou l'historienne, dans la pratique telle qu'on l'a fait aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous amener avec un personnage et vous faire vivre ses aventures. Ils ne vont pas vous faire suivre, par exemple, l'histoire d'Aline. Ils vont vous dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de personnes ont pu osciller entre un peu de collaboration ou un peu de résistance. Il y avait des petits actes de collaboration ou des petits actes de résistance. Et puis ensuite, l'historien, l'historienne va vous expliquer en détail tous les documents qu'il ou elle est allé chercher, montrant l'idée qu'il a avancée. Et c'est là la grande différence. C'est que quand vous suivez un roman, vous suivez une histoire, avec un historien, une historienne, d'abord on vous donne la conclusion, l'idée, l'analyse que l'historien a eue en faisant son travail de recherche. Pareil, à la fin de ton livre, on voit un petit peu la mafia corse, qui en fait se taille un petit peu des intérêts pendant l'occupation. Et donc on voit des personnages un peu louches qui apparaissent, qui s'en vont, qui reviennent. Un historien va vous dire, pendant l'occupation, il y a la mafia corse qui est active, j'ai reconstitué tout le réseau de la mafia corse, lui c'est le chef, là c'est les seconds, etc. C'est tel produit qu'ils font transiter, ils se sont affrontés tant de temps, et vous allez avoir un peu tout le déroulement. Et donc c'est ça la différence principale quand on aborde ces deux ouvrages, et ensuite à chacun de faire sa cuisine en tant que lecteur. Est-ce qu'aujourd'hui on veut suivre une histoire, et en fait en suivant cette histoire, apprendre quelque chose, sentir quelque chose, sans forcément mettre des mots dessus, ou alors est-ce qu'on veut avoir une analyse normalement claire, bien écrite, qui nous apporte des connaissances. Dans les deux cas, on se sera enrichi, mais pas tout à fait de la même manière. Après, si on entre un petit peu dans la nuance, eh bien parfois, et même peut-être souvent, les romanciers, ils ont précédé les historiens, ils ont eu des intuitions, ils ont vu des choses, ils ont compris des choses avant les historiens. Donc là, c'est le moment où justement, je critique un petit peu ma propre corporation et où je reconnais ce qu'ont apporté les romanciers. Il y a des choses auxquelles les historiens ne s'intéressaient pas du tout. Il y a des sujets ou des documents que les historiens ne prenaient pas en compte, mais que les romanciers, eux, sont allés gratter, sont allés chercher. Alors pendant longtemps, par exemple, les historiens préféraient vraiment l'histoire politique, l'histoire des batailles. Bon, alors la Seconde Guerre mondiale, il y a eu telle ou telle bataille, il y a tel camp qui se sont affrontés, il y a telles idéologies qui sont opposées, et puis il y a des romanciers qui peuvent arriver et dire attendez, mais telle personne qui a 30 ans, qui a 20 ans, qui a 40 ans, qui a une femme, un homme, qui a tel métier, comment est-ce qu'il ou elle vit? On va écrire un roman là-dessus, puis on va le voir, et après l'historien se dit elle n'est pas bête. Et maintenant, on va essayer de faire ça pour plus de personnes. L'historien ensuite vient et dit oui, c'est intéressant, on va voir toutes les personnes qui avaient 20 ans à cette époque, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'il y a eu des différences selon leur place dans la société? Est-ce qu'il y a eu des différences selon l'endroit où il ou elle vivait? Et là, on produit une étude historique en regardant de plus en plus de sources, de plus en plus de documents
possible. Normalement, si on fait bien son travail, depuis plusieurs décennies, l'objectif de l'historienne, c'est de confronter les sources, de ne pas seulement se dire « Ah bah je vais prendre les sources qui m'arrangent, je vais prendre les sources de la résistance, les sources de la collaboration ». Non, c'est de tout prendre, d'en prendre le plus possible, de voir les fonds d'archives qui sont ouverts, qui sont accessibles. Pendant longtemps, des fonds d'archives étaient fermés, on n'avait pas le droit d'y accéder, donc c'est un vrai enjeu aussi d'accéder à ces documents. Et puis ensuite, d'en lire le plus possible et d'en tirer des idées. Et ces idées, les mettre dans les livres, qu'après, les gens iront lire pour avoir des connaissances, pour apprendre des choses. Sur la Seconde Guerre mondiale, notre regard a beaucoup évolué. Pendant longtemps, déjà, on ignorait toutes les problématiques autour des Juifs, autour de la déportation des Juifs, autour de la collaboration aussi. Alors peut-être qu'un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler, un grand historien américain qui s'appelle Robert Paxton, et qui a montré, maintenant il y a un certain nombre d'années, qu'il y avait effectivement une collaboration en France, que l'État français avait organisé la collaboration, avait devancé les Allemands pour déporter des Juifs. Bon, ça s'est vu il y a quelques décennies maintenant, les travaux continuent de progresser, on s'intéresse un peu plus finement à comment ça s'est fait, au rôle des tels et tels acteurs, tout ça c'est le travail historique. Pour finir aussi là-dessus, je vais aller un peu sur une autre période, mais prenons par exemple le 19e siècle, la France du 19e siècle. Les historiens au 19e siècle, ils s'intéressent beaucoup à nouveau à l'histoire politique, aux batailles, aux grands hommes. Et puis un jour, il y a des romanciers qui arrivent, Balzac, surtout Balzac, Flaubert, Zola, et ces romanciers disent mais il faut s'intéresser un petit peu aussi aux gens qui traversent cette période. Et puis ils ont des manières de vivre, si vous êtes un grand bourgeois parisien, si vous êtes un petit notable de province, si vous êtes un ouvrier dans la mine, vous avez des manières de voir le monde, de sentir, de parler, vous avez des loisirs, vous avez des rêves. Et ces romanciers, ils vont s'intéresser à tout ça. Et d'ailleurs, ils vont vraiment aller sur le terrain. Et Balzac, il était intéressé par l'idée de différencier les mœurs, les cultures des gens selon leur place dans la société. Et les historiens, et après, au XXe siècle, se disent « Ah oui, mais c'est intéressant finalement d'étudier ces choses-là. » Et donc, ils rentrent dans le jeu de l'analyse. Et c'est là, en fait, où c'est intéressant, et où on voit que le romancier peut devancer l'historien qui vient après et qui doit faire, si on peut dire, le sale boulot de « Allez, maintenant, je vais me manger toutes les archives, le plus d'archives possible, le plus de documents, puis je vais lire tout ce qui a déjà été écrit là-dessus, et je vais essayer d'en tirer des idées un peu fortes, un peu solides, sur lesquelles la société pourra s'appuyer pour réfléchir et pour développer sa réflexion, la culture, l'éducation populaire. » Merci. Romain, sur une petite question technique, dans toute ta saga, et également donc dans une salle française, tu incorpores véritablement des procès-verbaux régulièrement, et donc pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. À part le fait que recopier un texte, c'est moins fatigant que d'inventer. Mais plus sérieusement, ayant travaillé, c'est surtout à partir de Sadorski, quand j'ai vraiment travaillé sur les services de police qui s'occupaient des arrestations de juifs. Donc j'ai forcément été aux archives, surtout de la préfecture de police, mais aussi aux archives nationales. Et je trouvais beaucoup de rapports d'arrestation, et en particulier, notamment ceux faits par Sadorski, il rajoutait au crayon des indications totalement mensongères, c'est-à-dire qu'il arrêtait un juif pour telle ou telle raison, parce qu'il ne portait pas son étoile jaune, par exemple, et il rajoutait, ou il faisait rajouter par un de ses adjoints policiers, membre de la 3e internationale, dangereux pour l'ordre public, etc. Il avait toute une variété, ça variait un peu, mais c'était finalement pratiquement toujours la même chose. Et lui, il faisait ça dans un but absolument ignoble, c'est-à-dire que c'était un problème de classement, parce que quand il y avait c'est la période où commençaient les attentats contre des soldats allemands en France, et donc les Allemands ont vraiment pas du tout apprécié, et il y a eu la décision de faire des fusillades massives d'otages par lot de 50, ce qui est énorme. Donc c'est pas les Allemands qui allaient décider qui ils allaient extraire des prisons françaises pour les fusiller.
Donc ils avaient besoin des rapports, des avis des policiers sur la question. Et Sadowski, plutôt que comme il faisait du zèle, c'est un policier zélé. Chez les policiers, c'est toujours assez terrible, c'est l'expression, un policier qui fait du zèle. C'est un peu inquiétant. Et donc, les listes étaient toutes prêtes, c'est-à-dire, oui, il y a tous ces types-là, ils sont juifs et en plus, ils sont communistes. Donc, les Allemands étaient contents. Et donc, j'ai vu évidemment aux archives les originaux. Enfin, on manipule vraiment en fait les fiches d'arrestation de quelqu'un. Et donc il y a un côté très, pour revenir à la littérature et aux atmosphères, il y a quelque chose de très kafkaïen. Et surtout quand on se rend compte que finalement ce sont ces morceaux de papier qui vous envoient à Auschwitz. C'est-à-dire que ce sont des traces écrites de drames humains, de drames personnels, d'assassinats finalement au bout du compte. Mais si ces gens ont fini à Auschwitz, c'est parce qu'il y avait une administration française qui internait les gens. C'est quelque chose de terrifiant d'ailleurs, de penser que l'internement administratif c'est quelque chose d'effroyable, et c'est quelque chose qui a commencé avant que les Allemands soient chez nous. Ça a commencé quand le gouvernement français a commencé à interner des Allemands et des Autrichiens parce qu'ils avaient le malheur d'être de la même nationalité que le pays contre lequel on était en guerre. Et donc c'était un truc totalement aberrant. On a arrêté en fait. On était en guerre contre Hitler et le gouvernement français, la première chose qu'il a faite, c'est d'arrêter et de mettre dans des camps les anti-nazis réfugiés chez nous. Donc c'est vrai que les anti-nazis en question ne comprenaient vraiment pas ce qui leur arrivait. Et donc il y a tout ce côté un petit peu d'enfermement par ces textes administratifs et de les recopier, enfin quelquefois je pouvais les modifier par rapport à l'histoire, mais dans l'ensemble je les recopiais, c'est une sorte de cadre littéraire entre guillemets d'enfermement des personnages dans cette logique administrative. Donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai fait ça. Par contre, pour en venir à une salle française, donc, qui est se lit cette femme de condition modeste dont nous parlons depuis tout à l'heure, mais ça doit vous intriguer un peu comme vous n'avez pas lu le livre. C'est un ami historien, parce que j'ai fini par me faire des amis parmi ces historiens, pas parmi les historiens un peu médiatiques me détestent, mais par contre les historiens qui vraiment mettent leur nez dans les archives et qui font ça un petit peu entre guillemets en amateur, sont des gens très, très généreux et qui vous prêtent, vous envoient des archives quelquefois qu'ils ont scannées eux-mêmes et qui vous envoient ça dans un gros fichier par internet. Et un jour, un de ces historiens devenu un ami m'envoie un truc sur en fait les maquis blancs. Les maquis blancs, j'en parle justement dans Sadowski chez le docteur Satan. C'est quelque chose de très très peu connu. Très peu d'historiens se sont penchés là-dessus d'ailleurs, et pas les historiens connus. C'est sur le fait que les membres du PPF et autres, et ex-miliciens, etc., réfugiés autour de Sigmaringen et du lac de Constance et tout ça, pendant la dernière année de la guerre, ces gens-là, en fait, ils voulaient retourner au combat contre les gaullistes. Et les Allemands ont parachuté plusieurs groupes comme ça de ce type d'extrême droite en France libérée pour récupérer des caches d'armes qu'effectivement les Allemands avaient laissées et pour créer un maquis en fait contre gaullistes. Ces gens complètement idiots pensaient que ça allait marcher. Et ces types, en fait, à peine parachutés en France, ils se sont fait repérer tout de suite, ils ont été arrêtés, quelques-uns ont été fusillés. Mais cet historien m'a envoyé un gros paquet de dossiers sur tous ces gens-là. Et il y avait un dossier qui concernait une femme, et en le lisant, une nazie qu'on avait surnommée la Panthère Rouge, et dont j'ai gardé le surnom dans le livre. Et en épluchant ce dossier qui était assez intéressant, je me suis rendu compte qu'il y avait des feuilles qui concernaient une autre femme. Pourquoi mais qui est cette autre femme qui n'a pas la même nationalité, qui a presque le même nom, mais qui n'a pas la même date de naissance, etc. C'était un peu bizarre. Mais ce qui est drôle, c'est que même le grand patron de la DST, Roger Bibot,
il disait, j'ai un papier, dans le dossier, il y avait un papier signé par lui en disant cette coïncidence serait trop extraordinaire, c'est forcément la même femme. Donc ce qui est drôle, parce que c'était assez clair, même pour moi qui ne suis pas du tout un agent de la DSP, je voyais bien qu'il s'agissait de deux femmes différentes. Et le peu qu'on avait sur l'autre femme, celle qui n'était pas la Panthère Rouge, là m'interpellait beaucoup en tant qu'historien, parce qu'elle a été arrêtée à un moment donné, en 1942, et j'avais son rapport d'interrogatoire qui couvrait 4, 5 ou 6 pages, je ne me souviens plus, et elle parlait, elle racontait des choses très très privées, une histoire d'amour notamment, et elle avait l'air de sortir, mais vraiment de sortir tout droit d'un roman de Patrick Modiano. Elle avait un ton, une personnalité absolument extraordinaire, et au point que j'ai arrêté mon roman en cours et que je me suis mis à parler, à développer en fait son récit en me disant, j'ai envoyé ça à mon éditeur en disant, je démarre un truc, là je suis sur quelque chose, etc. Et donc cette femme, qui était effectivement elle était femme de ménage, elle était fille-mère, ses parents étaient concierges à Mulhouse, et comme elle était alsacienne et que les Alsaciens sont devenus allemands, citoyens du Reich automatiquement à partir de l'été 1940, eh bien elle pouvait très bien chercher du travail en Allemagne, donc elle va à Stuttgart, et c'est ça qu'elle raconte dans cette archive. C'est qu'elle travaille comme femme de ménage dans un hôtel à Stuttgart, elle parle parfaitement français et allemand, et des clients sont amenés par une espèce de type qui a un côté un peu Gestapo, qui s'appelle Eric Haller, j'ai gardé son vrai nom, et toujours il fait venir des gens, il fait réserver une chambre pour telle ou telle personne, et il le fait toujours enregistrer par le réceptionniste au même nom, Eric Haller, qui est son nom à lui. Et comme elle est assez curieuse, cette femme de ménage, bon, son mari est prisonnier en Allemagne, on sent qu'elle s'entend plus tellement bien de toute façon avec son mari. Et en fait, elle va s'intéresser à qui sont ces gens, et elle va commencer à les fréquenter, parce que comme elle est pas bilingue, elle peut les dépanner pour l'interprétariat. Et ces gens-là sont en fait des étudiants en espionnage, c'est-à-dire que ce sont des jeunes Français de milieux divers et qui, eux, ont choisi le camp de l'Allemagne et qui apprennent à servir d'un émetteur radio pour être parachutés, enfin pas envoyés ou envoyés en zone libre, parce que là aussi un truc que les historiens, auquel certains historiens sont intéressés, mais c'est pas non plus de notoriété publique, c'est le fait qu'il y avait énormément d'espionnage allemand en zone libre. On a tendance, comme nous avons tous une lecture un peu simple de cette période, on se dit, oui mais attends, Pétain, Vichy, ils sont collabos, ils sont alliés avec Hitler, pourquoi est-ce que Hitler les espionnerait? Eh bien en fait si, parce que Hitler évidemment se méfiait beaucoup des Français et pensait que les Français risquaient de reconstituer une armée, de prendre leur revanche, etc. Et la zone libre n'était pas du tout contrôlée par les Allemands, au point d'ailleurs que j'ai trouvé des refus en fait, de l'administration de l'armée française de libérer telle ou telle personne dédiée pour espionnage, alors qu'on pourrait penser que les ordres allemands étaient en zone libre également étaient des ordres incontournables, pas du tout. Enfin bref, ces types-là vont faire de l'espionnage en France et en zone libre. Et elle tombe amoureuse, elle le raconte très, très franchement dans son interrogatoire, elle tombe amoureuse d'un type qui est plus jeune qu'elle, qui devait être un beau mec probablement. Elle-même, j'ai trouvé sa photo, elle était pas mal. Et ils vont tous les deux passer la ligne de démarcation ensemble. C'est-à-dire qu'elle, en fait lui, il avait des faux papiers, il pouvait passer la ligne sans aucun problème, vu qu'il est envoyé par les Allemands. Mais s'il fait le voyage avec une femme qui, elle, qui n'est pas envoyée officiellement, ils vont devoir faire le truc à la dure, c'est-à-dire vraiment passer la ligne de démarcation dans le Jura, dans la neige, etc., avec les gardes frontières et tout ça. Et cette histoire-là, qu'elle survolait à peine dans son récit, mais qui moi m'intéressait beaucoup sur le plan romanesque, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un livre, que cette femme, je raconte son histoire et qu'est-ce qui va lui arriver quand elle arrive à Marseille au printemp 1942, alors qu'elle, c'est une amoureuse en fait, c'est une midinette, elle rêve, elle ressemble un peu à Mireille Balin, je pensais, donc du coup elle se voit plutôt vivant une grande histoire d'amour avec ce jeune homme, et son espoir c'est de suivre jusqu'à Alger où normalement il aurait dû aller pour sa mission,
et de vivre dans une maison blanche avec des palmiers, de vivre le grand amour avec un beau type un peu plus jeune qu'elle. Et cette histoire-là qui m'a vraiment touché parce que c'était un personnage totalement humain et qui n'est ni une résistante, ni une nazie, pas du tout, c'est juste quelqu'un de très ordinaire et qui n'a pas et qui ne lit pas cette situation avec nos codes à nous. Nos codes à nous maintenant, c'est on est soit collabo, soit résistant, ou il n'y a pas de milieu. Et en fait, ce milieu-là, c'est 85% de la population. Ce sont des gens qui sont pas forcément des militants, qui vont pas forcément s'engager, qui vont pas forcément mettre le doigt dans l'engrenage très dangereux au bout du compte de la résistance, mais qui sont pas non plus des pro-allemands, etc. Donc cette femme-là, par justement son conditionnement social aussi, le fait qu'elle était fille-mère, ce qui était très mal vu, qu'elle avait quand même gardé son enfant, etc. Qu'elle est femme de ménage, c'est aussi pour un romancier, une femme de ménage aussi c'est quelqu'un qui pénètre dans l'intimité des locataires de la chambre, etc. Donc du coup j'ai enquêté un petit peu sur les femmes de ménage, justement, pour pouvoir qu'elle puisse parler de sa profession d'une manière réaliste. Voilà, donc c'est un roman qui est un petit peu entre les Sadorski, qui parle peut-être d'une histoire moins brutale, moins connue, etc. Mais qui m'intéressait parce qu'elle permettait de parler aussi de Marseille, par exemple, parce que Marseille, c'est justement cet endroit où tout le monde arrivait à Marseille, en fait, après l'Exode. Tous les gens qui essayent de quitter la France s'embouteillent sur la côte méditerranéenne, mes parents aussi d'ailleurs. Et là, il y a cette histoire absolument aberrante, ou aussi la connerie administrative, c'est-à-dire que le gouvernement de Vichy exigeait des visas pour quitter la France. C'est-à-dire que non seulement tous les malheureux juifs, anti-nazis, artistes, écrivains, etc., allemands, autrichiens, et qui voulaient quitter la France et qui normalement auraient pu le faire, non seulement ils devaient déjà essayer d'obtenir des visas américains, etc., avec tous les quotas que ça implique, mais ils devaient également avoir un visa du gouvernement français pour pouvoir sortir. Donc du coup, il y avait énormément de gens qui faisaient la queue devant toutes les associations d'aide et les consulats, etc. Et c'était quelque chose dont je voulais parler, qui était un décor idéal finalement pour là où allait aboutir mon personnage et son copain. À ce propos, un excellent roman récit d'Anna Segers, Transit, que je conseille. Et comme... Je l'ai pas lu, j'ai failli le lire, j'ai failli le commander, mais j'ai pas lu ça. Eh ben, je te le prêterai. Bon, l'heure avance de notre débat. J'aurais bien aimé quand même revenir sur les rapports entre... Bon, pour nous, c'est évident, ce que le roman apporte à l'histoire, et réciproquement, ce que l'histoire apporte au roman, mais c'est quand même un peu tendu, hein, vous voyez, c'est une anecdote, hein, je vais te la livrer, Romain. Bon, il y a 1 ou 2 ans, j'écris un grand écrivain, un grand historien patenté de la Deuxième Guerre mondiale. J'aimerais m'entretenir avec, dans le cadre de notre salon du livre, avec Romain Slecombe pour justement sur ta saga Sadorski. Et il me répond d'une façon très... comment ce salopard de Romain Slecombe. Il n'y a qu'une personne dont tu pourrais parler, ça doit être Laurent Joly. Voilà même, je donne le nom, mais comment il y a des... justement, qui... Enfin, bref, bon, imaginez comment ça m'avait choqué. Cette réaction, et puis sans aucune forme, bon... modeste organisateur de débat, voilà, mais qui, à mon avis, au-delà de la personnalité de la personne en question, qui, quand même, c'est 2 mondes. Ouais, moi, je vais répondre, vu qu'il s'agit d'une histoire que je connais très très bien, je vais pouvoir, et en plus pour ne laisser planer aucun doute, je vais raconter l'histoire. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au personnage de Louis Sadowski, que Laurent Joly n'avait pas découvert, hein, de Jean-Marc Berlière en parle 10 ans plus tôt dans un de ses livres, mais parmi les sources que j'avais, je vois qu'il y a effectivement un livre écrit par Laurent Joly, enfin publié par Laurent Joly, qui s'appelle Berlin 1942, Louis Sadowski, brigadier chef au RG.
Et parce que Laurent Joly a exhumé aux Archives nationales un dossier très intéressant, enfin un récit très intéressant, manuscrit d'ailleurs, il y a environ 110 ou 120 pages, je l'ai consulté aussi. Le vrai Louis Sadowski a été arrêté en avril 1942 par les Allemands, mais arrêté entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il a été contraint et forcé à faire un voyage assez désagréable de 5 semaines à Berlin, lui et son ancien commissaire DRG qui s'appelle le commissaire Christian Louis, et en fait tout simplement parce qu'ils avaient travaillé ils faisaient du contre-espionnage avant la guerre, donc comme ils surveillaient les étrangers, ils avaient effectivement surveillé et interrogé, etc., des gens qui étaient un peu des agents doubles allemands, envoyés par les Allemands, et la Gestapo de Berlin voulait savoir exactement ce que ces Allemands en France et ces agents doubles avaient dit, etc. Et donc c'était plus simple pour eux d'interroger ces policiers français sur place à Berlin. Enfin bref, et à son retour, Louis Sadowski a raconté en détail, c'est très intéressant d'ailleurs, tout ce qui lui était arrivé à Berlin. Et il cache le fait qu'il a très probablement, et c'est pour ça qu'on l'a laissé repartir, accepté de travailler pour les Allemands et d'être un représentant finalement de l'espionnage de la SS au sein de la préfecture de police de Paris. Et d'ailleurs, il touchait des collègues à lui, lui ont déjà vu des enveloppes qu'il cachait précipitamment dans un tiroir de son bureau, des enveloppes où il y avait sans doute de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, Laurent Joly a fait ce livre, il a fait beaucoup de livres, dont certains qui sont intéressants. Il y en a un que je recommande qui s'appelle L'antisémitisme de bureau, qui est très bien sur justement le bureau des affaires juives au sein de la préfecture à Paris. Comme quoi moi je suis pas rancunier puisque je vous fais de la pub pour un de ces livres. Enfin bref, et donc nous publions et donc j'ai pas contacté Laurent Joly parce que je me suis dit si je commence à aller le voir, etc., je vais être obligé d'écrire un peu, genre, je serai influencé par un écrivain qui sera derrière moi pendant que j'écris, il n'y a pas un historien, je veux dire, ça m'intéressait pas. Et j'avais de toute façon beaucoup de sources sur Sadowski, dont le fameux récit qui était publié chez CNRS Éditions et qui est une archive, donc quelque chose qui est absolument libre de droit. On a sorti le premier Sadowski et le deuxième, il a commencé à s'énerver parce qu'il m'a soupçonné de faire de l'argent finalement avec un policier que lui aurait découvert. Et donc ils ont envoyé une première lettre chez Robert Laffont, CNRS Éditions, en disant que c'était du parasitisme, etc. Donc la directrice de l'époque de Robert Laffont a dit non, parce qu'ils auraient voulu en plus qu'on pilonne le livre, qu'on réimprime en signant, le co-signant avec Laurent Joly pratiquement, enfin bref. Et après, mais l'année suivante, pas de réponse, et l'année suivante, on reçoit carrément une assignation devant la justice, et là, on était accusé de parasitisme et de plagiat. Donc là, évidemment, on a été obligé de se défendre, donc ça a été une année de proverbes. Par exemple, comme dans les sources, il ne pouvait pas vraiment m'attaquer sur le fait que j'utilisais effectivement le récit de Sadowski, puisque c'est une archive historique. Mais par contre, il aurait bien voulu évidemment que j'ai volé des phrases à ce qu'il appelle son appareil critique, et là, effectivement, on aurait pu m'accuser de plagiat. Mais il a trouvé que 7 points sur lesquels il s'est battu, et sur ces 7 points, il y en avait un qui était assez comique, par exemple. Il disait oui, l'inspecteur Mani fait le signe, fait Heil Hitler quand il rentre dans son bureau à la préfecture de police, et c'était écrit dans mon livre, c'était écrit dans le livre de Joly. Mais tout simplement, moi c'est une archive que j'ai trouvée, on avait tout simplement la même archive, et moi je l'avais photographiée, donc on pouvait prouver que j'avais moi-même trouvé aux archives de la préfecture de police le fait que l'inspecteur Mani faisait le signe, le salut nazi à la préfecture et disait Heil Hitler, mais c'était juste un fait historique. Enfin bref, donc de toute manière, ils ont perdu ce procès.
et ils ont dû payer, parce que les juges ne sont pas idiots, ils savent ce que c'est que le plagiat, et quand un truc n'est pas du plagiat, ils vont pas... ils ont été déboutés de leur truc, et comme ils avaient attaqué sur 2 trucs, d'habitude quand on perd un procès, on doit payer 7 000 €, ce qui sert aux gagnants à payer son avocat. Mais comme ils avaient en fait attaqué à la fois sur le parasitisme et le plagiat, ils ont perdu 2 fois, donc ils ont dû payer 14 000 € au lieu de 7 000 €. Voilà. Donc je le dis parce que ça, il ne le dit absolument pas, évidemment. Il ne va pas se vanter de s'être ridiculisé en perdant un procès qu'il n'aurait pas dû intenter toute la journée. Je suis content que tu en parles, parce que ça retombait sur moi. Bon, sur le sujet, mais rapidement, avant qu'on conclue. Oui, je vais essayer de faire court. Bon, ne connaissant pas l'affaire, le dossier, ne connaissant pas Laurent Joly non plus, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit qu'un ouvrage historique et un roman sont quand même très différents. Le problème du plagiat, c'est quand on plagie pour faire un travail d'historien. Là, c'est gravissime. Mais le fait de s'appuyer sur des travaux d'historien, ou même d'avoir soi-même fait ses recherches qui font écho au travail d'un historien, j'ai du mal à voir complètement le problème. Après, la question est complexe. En tout cas, la justice, elle a tranché. Et tu peux être ravi d'en être sorti et de pouvoir publier tes livres, faire connaître tes beaux livres. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est ça l'important. Les deux ne sont pas les mêmes. Un roman, tu en as très bien parlé, il y a cette liberté d'écrire, de fiction, qu'on a le droit d'écrire ce qu'on veut. L'important, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quelle sensation on cherche à transmettre au lecteur. Et à côté, il y a l'ouvrage historique qui obéit à une méthode qu'il faut suivre. Et donc, pour terminer un petit peu et quand même bien défendre ma corporation, voilà, n'oublions pas que les ouvrages historiques, même si les historiens peuvent être très susceptibles d'avoir très mauvais caractère, sont d'une utilité précieuse pour nous, sont d'une utilité précieuse pour notre société, pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, comprendre comment fonctionne une société, comprendre comment une société peut basculer. Je terminerai par là en disant, très bientôt, il va y avoir la panthéonisation d'un certain Marc Bloch. Marc Bloch, c'est justement un historien qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a été résistant. Et ça, pendant la panthéonisation, on va vous le présenter comme une figure très consensuelle, qui rallie tous les Français, peu importe d'où vous venez, ni droite ni gauche, blablabla. Bla bla bla. Non, ça, il ne faudra pas se laisser avoir par ce type de message. Donc, Marc Bloch est un historien, un grand universitaire. Il a vu la France perdre la Seconde Guerre mondiale et il a écrit un bouquin qui s'appelle L'étrange défaite, qui est juste à côté, il me semble, où il analyse à sa manière, avec les informations qu'il a, et où une de ses idées, c'est aussi la faillite des élites face au danger fasciste, la faillite des élites aussi à construire une société qui soit véritablement contre le fascisme. Et donc ça, pour le pouvoir actuel, en vrai, c'est pas très bon. Et puis Marc Bloch, il est devenu résistant. C'est pourtant un vieux monsieur, quelqu'un qui était âgé, qui n'avait été qu'universitaire, donc pas forcément un homme d'action, mais il va réussir à devenir un très très grand résistant, qui va être torturé, qui va être exécuté, et qui, pendant qu'il est résistant, va aussi beaucoup évoluer politiquement, et plutôt évoluer vers les idées de gauche. Donc, voilà, on parlera de la panthéonisation de Marc Bloch et du rôle de l'histoire. Il faudra se rappeler derrière les beaux discours officiels que l'histoire, les travaux historiques sont là pour nous apporter un savoir critique afin de mieux être armés dans notre société. Loin de nous l'idée d'attaquer la corporation historienne qui, dans la pièce d'à côté, est représentée par des centaines et des centaines d'ouvrages de qualité. Pour conclure, alors dans un excellent recueil intitulé Choc, qu'on peut trouver également dans la salle d'à côté, sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, un des auteurs de fiction, puisque dans ce recueil, il y a à la fois des écrivains rwandais et des historiens français, Audouin Rousseau et d'autres. Il y a une de ces auteurs qui affirme que écrire une fiction, et moi je pense que justement ça rejoint totalement tout ton travail, c'est permettre de mettre une distance
rassurante. Donc, avec justement ces événements historiques, voilà. Donc, c'est mon mot de conclusion. Je remercie Romain, qui vraiment, c'est avec sympathie qu'il ça lui demande quand même, c'est vraiment de la sympathie pour ce que fait Sous les couvertures qu'il est venu cet après-midi. Et puis Simon, qui est notre, depuis plusieurs fois, revient en tant qu'historien, donner son point de vue d'historien. En tout cas, merci à eux.